Professeur Didier Raoult, quelle est votre opinion vis-à-vis du scandale de ces derniers jours par rapport au Lancet Gate? Ça dépasse bien le Lancet Gate. Lancet Gate, c'est un symptôme qui est tellement comique que finalement, on dirait les pieds nickelés font de la science. C'est pas raisonnable, quoi. Il y a quatre personnes qui n'ont rien à voir avec le champ, qui ont embarqué ce malheureux Suisse dont on ne sait pas ce qu'il fait dans cette affaire. Une fille qui apparaît comme étant une star érotique, si vous voulez, un type qui n'est pas compétent dans ce domaine-là, qui envoie un papier sans aucune donnée d'éthique, sans aucune donnée sur ses sources, sans aucune donnée pratique, dont on voit tout de suite que c'est faux. Moi, on m'a contacté au plus haut niveau le vendredi pour me demander ce que j'en pensais, parce que le ministère était en train de prendre une réaction extraordinairement rapide et en urgence, et je leur ai dit, écoutez, laissez-moi 2 jours que j'analyse le résultat, que j'analyse ça, que je regarde ça, parce que je ne me prononce pas sur un titre. Je sais lire les articles. Je suis probablement lu, revu plus d'articles qui étaient dans les comités éditoriaux les plus nombreux de ce pays et en maladies infectieuses au monde en général. Donc je sais lire un article. Quand vous lisez cet article, vous voyez immédiatement que c'est un faux. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus de morts dans cet article que dans les pays qui les ont déclarés. Vous voyez qu'il y a aucune donnée pratique. Et puis surtout, il y a une chose, encore une fois, que les gens oublient et qui est une chose qui est très étrange, très intéressante, qui explique ça et la suite, c'est que les gens ne font plus la différence entre les données réelles et les données digitales de Big Data. Nous, quand les gens me posent la question de savoir si on était ému pour tout ça, j'ai jamais été ému parce que tous les matins, on regardait combien il y avait de gens dont on a fait le diagnostic, qui étaient là. Il est passé, on vient d'envoyer pour publication une série de 3800 personnes, on les a tous vus, nous. On a fait des électrocardiogrammes, nous. On a fait 7500 qui ont été vus par une équipe de cardiologues. On leur a fait les radios, nous, par une équipe de cardiologues. On a fait, nous, les radios par une équipe de radiologues. On a fait 2000 scanners, low-dose. Tout ça, c'est des vraies choses. C'est pas... Et donc, quand vous me dites, écoutez, voilà, dans tous les malades qui sont passés ici, vous savez, il devrait y avoir 10% de morts avec l'hydroxychloroquine, je ne sais pas de quoi on parle. Vous voyez, c'est qu'il y a une telle différence entre la réalité et un article qu'on est capable de faire avec un ordinateur sans avoir vu un seul malade, sur lequel la presse se jette, parce qu'ils ne savent pas lire ces articles scientifiques. Et on voit bien que l'infrastructure d'analyse des articles s'est dégradée, mais aussi bien dans le Lancet que dans le New England, qui a publié une autre étude aussi fantasque de la même équipe de pieds nickelés. Le British Medical Journal, qui fait enlever tous les tests significatifs en faveur de la chloroquine dans un article, et dans un autre article, fait par un méthodologiste célèbre, qui était aussi celui du Mediator, refuse d'analyser le fait que l'association hydroxychloroquine plus azithromycine est plus efficace que tous les autres traitements prévus. Donc, il y a une espèce d'emballement dans lequel l'opinion devient plus importante que la réalité scientifique. Les méthodes servent à démontrer qu'on a raison, quelle que soit la situation, et à la fin, on oublie tout ça, c'est qu'il y a des vrais docteurs qui voient les malades, qui les analysent. Ici, pour faire ce travail sur 3700 personnes, il y a eu entre 250 et 300 médecins, pharmaciens, internes, étudiants en médecine. Il y a eu 100 médecins bénévoles qui sont venus nous aider à téléphoner aux gens qui étaient positifs parce qu'on a fait 150 000 tests pour 54 000 personnes ici. On avait 100 étudiants qui étaient là pour rentrer tout dans les bases de données et pour me faire croire qu'il y a 5 personnes dans un office qui arrivent à faire 20 fois plus que ce que nous on a fait avec plus de 250 personnes, je ne crois pas parce que je ne crois plus au conte de fées depuis très longtemps. Donc c'est juste pas vrai. Il suffit de réfléchir 2 minutes pour voir que c'est pas vrai. Et donc il y a un vrai problème qui est il y a une communication dont je comprends bien qui la pousse sur le Remdesivir qui n'est pas raisonnable, qui m'apparaît plus des jeux boursiers que de la réalité médicale. Il y a une communication sur la chloroquine qui est devenue passionnelle à un point extraordinaire, motivée par à la fois la haine de Trump et de Bolsonaro qui ont dit à mes dépens que la chloroquine était une chose très bien. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut voir, il ne faut pas inverser les choses. Il y a une haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous, en réalité. Donc, les gens disent, pourquoi les élites vous aiment pas? C'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, j'étais le plus jeune président médecin. Le plus jeune de tous les professeurs, la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. Mais
ce pays, de temps en temps, a des crises dans lesquelles il veut décapiter son élite. Et par la Révolution, on a décapité Lavoisier. L'INSERM, en 1980, a décapité les 5 médecins les plus célèbres de France. Hamburger, qui avait inventé la greffe rénale, Dossé, qui était le seul prix Nobel en activité, Minkowski, Maté, qui avait inventé l'immunothérapie et le traitement du cancer de la vessie, parce que ils avaient dirigé leur unité pendant plus de 12 ans et que c'était pas supportable qu'on dirige une unité pendant plus de 12 ans. C'est ce pays qui est comme ça. De temps en temps, il a une crise dans laquelle il coupe les têtes de son élite la plus connue et la plus représentative. Il ne faut pas inverser les choses. C'est pas moi qui suis, l'élite n'est pas contre moi. Non, c'est les deuxièmes couteaux qui sont contre moi. C'est tout. C'est les deuxièmes couteaux qui haïssent les premiers couteaux. C'est la vie. Mais c'est banal. Vous savez, ça arrive dans beaucoup de comités éditoriaux parce que j'en connais beaucoup. C'est pas les stars qui dirigent ça. C'est les gens qui n'ont pas réussi dans le métier qui font ça. Et de temps en temps, ils ont des poussées de haine contre les stars scientifiques. Moi, j'ai entendu quelqu'un du groupe Nature nous dire, vous savez, que ce soit un prix Nobel ou un inconnu, on traite le papier de la même manière. Ce qui est une folie, la crédibilité de celui qui écrit, c'est essentiel. Sinon, il se passe, à force de dire ça, qu'on finit par éditer les pieds nickelés. Et les pieds nickelés, après, comme effectivement, dans notre pays, les choses sont passées trop vite, il y a trop de réactivité, où il n'y a pas, autour du ministère de la Santé, de gens qui sachent lire les articles réellement. Et donc, on s'est précipité là-dessus pour prendre des décisions. À l'OMS, on s'est précipité aussi pour prendre des décisions. Ça veut dire que personne ne sait lire les articles, parce que les gens qui savent lire les articles, ils ne le croient pas une autre seconde. Je peux vous dire, l'autre star des maladies infectieuses et tropicales, il est à Oxford, il s'appelle Nick White. C'est pas très loin de Londres, on peut lui demander son avis. C'est le premier signataire sur le papier qui écrit au Lancet, attendez, on peut pas accepter ça. Il faut que vous répondiez à ces questions. Parce que ce que vous dites, on peut pas le croire. Donc, il suffisait de demander aux gens qui savent. Donc il y a un vrai problème actuellement sur la crédibilité, et le problème de la crédibilité, il est lié au fait que les gens ne veulent pas accepter le fait qu'il existe une hiérarchie scientifique. Vous nous aviez promis la semaine dernière de nous expliquer pourquoi les enfants sont moins touchés par le SARS-CoV-2. Avez-vous des éléments de réponse aujourd'hui ? Oui, bien sûr, parce que, encore une fois, nous on travaille beaucoup, on fait énormément de choses, énormément de tests, ce qui nous permet d'avoir des données. Vous savez que ces données, je les ai transmises au fur et à mesure que je les avais au plus haut niveau. Par exemple, j'avais expliqué que si la courbe suivait cette pente, eh bien, en mai, les choses s'arrêteraient, ou on serait prêt de s'arrêter. C'est ce qui s'est passé. J'avais expliqué, d'ailleurs, mon collègue des Frécy disait non, c'est pas vrai, on sait pas. Mais enfin, j'étais le seul à avoir des données, donc je savais bien, juste avant que l'Islande rapporte ces données, que chez les enfants, il y avait peu ou pas de cas. Donc, qui était un mystère, qui était une chose qui était compliquée, mais qui était vraie aussi. Donc, à la fin, on a regardé, on a trouvé une chose qui est très intéressante, parce qu'on s'intéressait à la fréquence des coronavirus avant cette crise. Il y avait d'ailleurs que les Chinois qui s'intéressaient, et une équipe américaine qui s'intéressait à ce niveau, au niveau où nous avons des données. Et donc, si on regarde cette fiche, on voit que, vous voyez, ça c'est tout le nombre de cas du Covid, c'est-à-dire de ce coronavirus chinois. Et si vous regardez, ça c'est les autres coronavirus qui circulent, et vous voyez qu'ils ont une répartition qui est exactement inverse. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui font les coronavirus épidémiques. Tous les ans. Ça représente un nombre incroyable. Il est vraisemblable que tous les enfants qui vivent en collectivité font au moins une fois par an une infection à coronavirus. Et donc, cette infection à coronavirus, jusqu'à présent, on considérait qu'elle n'avait pas grand-chose à voir avec le coronavirus chinois. Mais c'est pas vrai. Et donc ça, c'est un deuxième travail que nous avons, qui est en cours, qui montre que, vous voyez, ça, c'est les gens qui arrivent avec un coronavirus chinois, et donc c'est leur sérum au moment où ils arrivent, ils n'ont pas d'anticorps, ça c'est le fond, et ça ce sont les anticorps qu'ils développent après 15 jours, vous voyez, avec cette technique, et une technique très très sensible qui est celle de Western blot. Eh bien, si vous regardez les gens qui ont eu une infection par HKU, et la même chose avec ceux qui ont eu le coronavirus 63, vous voyez qu'un nombre significatif d'entre eux ont déjà des anticorps contre le coronavirus. Et donc, ils ne peuvent pas être infectés par le coronavirus parce qu'ils ont une immunité avant toute cette épidémie. Et parmi ces sérums, il y a des sérums qui ont été prélevés avant le tout début de l'épidémie. Et ça a été trouvé par deux autres équipes, c'est pas nous qui avons trouvé ça en premier, qui ont publié l'un une technique ultra sensible de détection des anticorps, et les gens qui ont regardé les cellules
dite mémoire pour regarder si les gens qui n'avaient jamais rencontré ce virus avaient déjà une réponse contre ça. Et il y a entre 40 et 70% de la population qui était immunisée avant que l'épidémie commence. Et donc ça, c'est une leçon. Ça veut dire on ne peut pas spéculer sur les maladies quand on ne les connaît pas. Il faut d'abord apprendre à les connaître avant de prendre des grandes décisions. Et donc il faut laisser une part d'observation. Et c'est pour ça que les sites comme le nôtre jouent un rôle important, de mon point de vue. Il faut d'abord observer les choses, et on en tire des conclusions au fur et à mesure qu'on les observe. La deuxième chose, et ceci inclut le vaccin. Comment on peut réfléchir au vaccin si on ne sait pas quelle est l'immunité naturelle d'une population à ce virus? Est-ce que, s'il se confirme que 70% de la population, en particulier tous les plus jeunes, jusqu'à, vous voyez, les gens apparaissent être immunisés jusqu'à l'âge de 20 ans, 30 ans, 35 ans, est-ce que si on développe une vaccination, est-ce qu'il va falloir cibler les gens qui ont plus que cet âge-là? Parce que chez les enfants, ils sont déjà immunisés par la circulation de ces virus. Donc il y a des questions scientifiques qui se posent en dehors de toutes ces passions, que ce soit des passions sur le métier qu'on développe, ou les passions sur le fait qu'on aime Trump, ou sur le passion sur le fait qu'on aime Macron. Tout ça est ridicule. Enfin, revenons aux choses sérieuses. La politique, c'est la politique. La science, c'est une autre chose. Il faut arrêter. Il faut dépassionner ce débat. Il faut revenir à la connaissance. Il faut accumuler de la connaissance. Nous, on est très fiers avec entre 250 et 300 personnels de soins, médecins ou pharmaciens, d'avoir accumulé des données comme ça. Il faut que le pays se serve de ça, que le monde se serve de nos données, parce que personne n'a une série de cette nature avec autant de données que nous au monde. Et il faut arrêter de transformer ça en espèce de débat violent, stupide, avec des décisions à l'emporte-pièce. Il faut redevenir raisonnable, ce qui est très difficile dans ce monde. Est-ce que vous comprenez mieux aujourd'hui pourquoi vos travaux ont été critiqués avec autant de passion ? Oui, encore une fois, vous savez, il faut pas. D'abord, il n'y a pas de science sans controverse. L'idée qu'il y a un consensus en science est une fantaisie. C'est pas vrai. La science, elle est faite de controverses. C'est une chose. Et encore une fois, la haine qu'on a pu voir se développer. D'ailleurs, j'aurais souhaité, moi, que le Conseil de l'Ordre fasse un rappel à l'ordre aux confrères. Il ne faut pas insulter les confrères en public, comme ça, c'est interdit par le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre devrait faire un rappel général. On ne fait pas ça, on menace pas les gens de mort, on les insulte pas sur les plateaux de télévision. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est interdit. Bon, théoriquement, le code de déontologie de Conseil de l'Ordre devrait faire ça. Là. Ils m'ont convoqué pour me demander si j'avais bien le droit de m'exprimer en public, ce qui est un droit réservé, permis aux universitaires depuis le Moyen-Âge. On peut revenir sur les choses qui sont constitutionnelles. Il faut garder un peu le droit. Mais en revanche, ça, d'insulter les collègues, les confrères en public, alors ça, on n'a pas le droit de le faire et il faut que le Conseil de l'Ordre y mette fin. C'est pas admissible, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Je comprends bien, si vous voulez, que j'ai suscité des jalousies pendant toute ma vie. Alors quand j'étais élu président d'université, les gens se demandaient quels étaient les mécanismes absolument incroyables qui faisaient que j'avais pu être président d'université si jeune. Quand je suis passé à la classe exceptionnelle, tout le monde hurlait en disant que c'était profondément anormal que je sois nommé à la classe exceptionnelle. Donc vous savez, j'ai passé ma vie à être envié, jalousé. Faut pas croire que c'est l'élite qui me critique, c'est les gens qui sont pas à mon niveau qui me critiquent, c'est ceux-là. C'est pas dans les gens qui me critiquent, vous avez qu'à regarder. Les gens n'ont pas l'expérience de ça, mais enfin il suffit de regarder ce qu'ils ont publié, le nombre de fois où ils sont cités et qui ils sont. Et puis vous verrez que c'est pas l'élite qui me critique, c'est la non-élite qui critique l'élite, et c'est un problème dans ce pays. Et moi je pense que le président devrait s'en préoccuper parce que les stars s'en vont de ce pays. Les stars sont si mal vues dans ce pays, en particulier de Paris. Moi je peux vous dire, les 3 meilleurs de mon champ à Paris, qui faisaient partie des highly cited, ces choses, c'est pas moi qui manipule ça, c'est les boîtes qui ont l'habitude de faire ça, sont partis tous les 3 de Paris à l'étranger. Donc ça, c'est un problème. Donc le problème, c'est pas l'élite, le problème c'est qu'on s'est mis à détester l'élite. Et que donc il faut pas détester l'élite parce qu'elle fait beaucoup avancer les choses. Et on a fini par croire que c'était pas l'élite qui faisait avancer les choses, et c'est une erreur. Et donc il faut revenir... L'INSERM devrait se poser des questions quand, vous savez, la seule unité de l'INSERM de bactériologie qui était dans l'hôpital dans lequel est Delfrécy d'ailleurs, est partie, les deux sont partis en Suisse parce qu'ils en avaient marre de travailler à la licence biologique de Paris, si vous voulez, on devrait se poser des questions. Quand vous avez le type qui est le meilleur, c'est bien, d'ailleurs il est rentré dans le conseil scientifique, et lui c'est un très bon, Jean-Laurent Casanova, je m'excuse, il travaille à New York actuellement. Et c'est vrai que c'est probablement le plus grand généticien des maladies infectieuses. Donc il y a des questions qu'il faut se poser dans ce pays, c'est pourquoi on n'arrive pas à traiter correctement les gens qui sont les meilleurs dans leur domaine.
d'abord, la presse sait même pas qui est qui, donc elle finit par croire que les gens qu'ils ont réussi à inviter sur le plateau sont du même niveau que les gens sur qui on dit du mal, ce qui n'est pas raisonnable. Donc il y a un manque de professionnalisme qu'il faudra bien corriger pour restaurer la crédibilité. Et deuxièmement, il faut se poser une question de savoir pourquoi on déteste tellement les gens qui sont la gloire de ce pays. Il faut arrêter.